Bien le bonjour et bienvenue à la prescription avec Dr. Fred Lambert. Aujourd'hui, il me fait plaisir de vous partager ma passion pour la musique trad, dite traditionnelle québécoise. Je suis natif de Joliette, le berceau de cette musique. Je dis Joliette, mais à vrai dire, on devrait dire Lanaudière en général. C'est une région très musicale où la musique trad et la musique classique cohabitent depuis très longtemps. À l'âge de 5 ans, mes parents m'ont demandé de me trouver un hobby, une passion. J'étais nul en sport d'équipe. Mon père a travaillé assez fort à m'initier au hockey, baseball, soccer, etc. Et vraiment, c'était un magnifique échec. Simplement parce que j'avais un manque d'intérêt. Et un jour, alors que j'écoutais la télévision en fin de journée, d'extraordinaire émission de bonne humeur, peut-être que vous vous souvenez, animée par Feu Michel Louvain, et un invité m'a vraiment surpris. C'était Monsieur Pointu. Donc, un artiste trad, étrangement, qui m'a amené vers le classique. Parce que quand je l'ai vu jouer du violon, je me suis dit, je veux faire ça, ça m'intéresse, je veux jouer cet instrument. Alors, j'ai commencé des cours, et très jeune, sans vraiment savoir, le professeur m'a plutôt amené vers des compositeurs comme Bach, comme Mozart. Et finalement, je me suis retrouvé dans des orchestres symphoniques de jeunes et j'étais très heureux. Mais comme bien des jeunes, j'ai flirté avec le trad. J'ai essayé de me faire un band quand j'étais ado, ça s'appelait Sacrilège. J'ai eu beaucoup de plaisir, mais j'ai vite compris que ce n'était pas pour moi artistiquement. J'admirais cette musique. Je préférais être auditeur. Et que pour bien jouer du trad, il faut prendre ça très sérieusement. En écouter beaucoup et surtout pratiquer et jouer avec des gens. Il faut s'investir de la bonne façon. Et aujourd'hui, je vous présente quelqu'un qui a poussé le raffinement de cet art et c'est le violoniste Tommy Gauthier. Tommy Gauthier fut le premier étudiant diplômé en violon jazz pop au cégep régional de Lanaudière. Par la suite, l'Université de Montréal créa un programme de violon jazz interprétation suite à son audition. Depuis l'obtention de son baccalauréat en 2005, il y œuvre à titre d'enseignant ainsi qu'à l'Université du Québec à Montréal. Depuis plus de 15 ans, que ce soit dans un style jazz, folk, country, bluegrass ou pop, Tommy navigue au travers différents groupes. Parmi ceux-ci, il s'est impliqué notamment à la réalisation d'albums et de concerts avec Matapat, le Yves Lambert Trio et duo avec Antoine Dufour. Il a également travaillé sur les tournées Americana avec Rock Voisine, L'Existoire avec Richard Desjardins, Moby Dick, le théâtre musical, et 50 ans, 50 chansons avec Robert Charlebois. Dernièrement, il vient de joindre le groupe Les Grands Hurleurs. Voici ma discussion avec le violoniste Tommy Gauthier. Salut Tommy! Salut Frédéric, ça va bien? Pas bien toi? Super, merci. Excellent. Écoute, merci de m'accorder un peu de temps. D'ailleurs, on va mettre ça tout de suite sur la table. Toi puis moi, on vient du même coin. Oui. Tu viens de Joliette, exact? Oui, j'ai habité Saint-Ambroise de Kildare toute ma jeunesse. OK. Donc, je viens de là. Excellent. Puis, on est même allé à la même école secondaire. À mon souvenir, tu étais à la Thérèse Martin. Thérèse Martin, seulement secondaire 4 et 5. OK, secondaire 4 et 5. Ouais. Et même si, justement, on a tout ce background-là, on vient du même endroit, tout ça, on se connaît pas vraiment. En fait, effectivement. On se connaît juste de se voir une fois ici dans des salles de concert, on se croise et même là, on n'a pas du tout le même genre de carrière. On a le même instrument, mais on le joue pas de la même façon. Puis c'est pour cette raison-là que je trouve que c'est intéressant qu'on se voit aujourd'hui, qu'on discute
de cette différence-là, mais aussi d'approche. Donc, à quel âge je te pose la question parce que je me souviens plus. J'avais entendu des rumeurs sur l'âge auquel tu avais commencé le violon. C'était à quel âge tu as commencé officiellement? Écoute, officiellement, c'était à 14 ans. OK. J'ai commencé le violon à 14 ans parce que c'est ça, même que quelques mois auparavant, j'avais commencé la batterie. Parce que c'était les instruments qui étaient chez moi. Fait que ma mère avait un peu joué de la batterie pendant la grossesse de ma sœur. Puis bref, j'avais commencé avec ça. Puis par la suite, le violon. Mon père jouait le violon 1 ou 2 fois par année. Là, fait que fait que j'ai comme appris ça sur le tas. Moi, je pense, c'est important faut le mentionner quand même dans le milieu du violon. 14 ans, c'est très vieux pour commencer. Même que j'en connais pas d'autres que toi qui ont commencé aussi vieux. Puis rien que pour expliquer, parce que souvent en musique classique, la moyenne d'âge, c'est souvent 5, 6 ans. On commence à cet âge-là et s'il y a une carrière qui s'établit là-dessus, même j'ai ma sœur qui a commencé à 3 ans. En même temps, moi, j'ai ma blonde, qui est un autre exemple. Elle a commencé à 9 ans, ce qui est très tard, mais c'était des cours dans une école à vocation musique, des cours de groupe. Elle n'avait pas des leçons individuelles, puis finalement, elle a persisté, puis elle est allée ailleurs avec ça. 14 ans, quand même, c'est assez surprenant. Et tout ça, je me souviens que tout ça est allé très vite parce que la première fois, j'avais entendu que tu avais commencé à 14 ans, puis je pense, quand tu avais 16 ans, c'est la première fois que je t'ai entendu jouer. Puis déjà, c'était super solide. Alors moi, ma question, c'est qui t'a enseigné? Écoute, c'était de façon autodidacte au départ. OK. C'était je sais pas, je me suis mis vraiment à adorer l'instrument, peut-être parce que mon père, il prêtait beaucoup d'attention. Fait que là, il était comme très heureux de m'entendre. Fait que ça me donnait une motivation supplémentaire d'apprendre tout son répertoire qui était des airs traditionnels quand même assez basiques, là, si on veut. Là, c'était des airs pas trop compliqués. Mon père avait pas une grande dextérité sur l'instrument. Donc, je l'avais entendu toute ma jeunesse sans jamais y accorder aucune importance. Puis soudainement, tout a refait surface. Ma mère m'a même dit que je l'avais comme beaucoup regardé quand j'étais jeune. Fait que, de par l'observation, en tout cas, bref, j'avais des aptitudes, faut croire, puis j'ai tout appris le répertoire de mon père. Ça a pris peut-être 1 mois. OK. J'avais la chance d'avoir un voisin en face qui jammait, on va dire dans ces termes-là, jammait des rills, puis qui avait un roulement d'archet bien différent de celui de mon père. Il y avait comme une swing un peu à la Tinoir Joyal, okay. Un peu à la, non pas Jean Carignan, mais c'était vraiment au niveau du roulage d'archet. Bref, c'est des termes un peu plus violonistiques, là, mais tu sais, fait que j'aimais beaucoup ça aller là parce que ça avait une toute autre swing. Fait que il s'appelle Gilles Joly, pour le nommer, il est malheureusement décédé, ainsi que mon père. Mais bref, j'ai appris de ce gars-là beaucoup en l'écoutant, en apprenant ses pièces, puis en jammant avec lui. Pour par la suite faire quelques cours classiques, je pense vers 16 ans, commencer à lire la musique parce que j'avais aucune idée, puis je voulais m'en aller en musique au cégep, justement, cégep de la Naudière. Donc, j'ai commencé un petit peu, il s'appelait Julien Neveu, je sais pas si tu le connais. Non. Un violoniste de quand même un grand niveau, classique, de Joliette, puis j'allais prendre des leçons avec lui, mais c'était rien de sérieux, c'était pas ce que je voulais vraiment faire. Moi, je voulais tout apprendre le répertoire traditionnel, puis les airs compliqués, de plus en plus compliqués les unes des autres. Wow. Voilà, fait que c'est comme ça, puis je vous dirais que, c'est ça, quelques leçons avec lui, puis après ça a commencé pour vrai, au cégep. Quand je suis arrivé au cégep, j'ai fait à l'audition, c'était juste classique dans le temps. Ouais. J'ai fait l'audition pour j'ai joué un reel pour aller en classique. Donc ils ont vu que j'avais du potentiel, mais pas du tout en classique. Et qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à ça? C'était quoi la réaction? La réaction, ça a été écoute, t'as quand même des points d'une certaine dextérité. Fait que oui, c'est certain qu'on te prend. Je pense que c'était pas nécessairement contingenté. Fait que j'ai commencé une année en classique. Puis pendant ce temps-là, j'apprenais beaucoup d'autres choses. Là. Il y a eu un parallèle. Là. Je peux peut-être revenir là-dessus tantôt. Puis dans le fond, je pratiquais les trucs pour le professeur de classique, mais c'était pas ma tasse de thé. Puis justement, là, ça faisait mal un peu le background que je n'avais pas eu à l'âge de 4, 5, 6. Ça m'aura toujours manqué. Cette formation peut-être plus classique pour faire certains trucs. Et c'est qui t'a enseigné au cégep cette année-là de classique? Ça a été Claude Hamel. Claude Hamel, un an. Et puis, mais tu sais, c'est ça. Comme je te dis, les affinités, je sais qu'il voyait un certain potentiel en moi, mais pas en classique. Fait que tu sais, il me coachait comme il pouvait. Mais il donnait plus de la technique, je présume, un peu... J'ai fait un peu du répertoire sans trop
savoir comment, tu sais, faire des changements de position pis ces trucs-là. J'avais jamais fait ça. J'avais joué plus, principalement un répertoire traditionnel. Ben ouais, c'est ça. Donc, pour moi, c'était comme vraiment du nouveau, là. Wow. C'est pas au cégep que j'ai fait ma technique. C'est ça qui est spécial. Je suis arrivé dans le fond, ouais, c'est ça. Pour terminer l'histoire du cégep, c'est que j'ai fait un an en classique avec lui. Puis par la suite, j'ai fait, OK, j'aimerais ça vraiment. J'étais allé voir les coordonnateurs à l'époque, puis j'ai dit, j'aimerais ça continuer en jazz. Est-ce que c'est possible de faire de quoi? Puis il y avait une autre étudiante qui était là, qui le voulait aussi à ce moment-là. Je me souviens plus de son nom, mais bref. Fait qu'on a comme emmené un professeur de jazz là, qui fut Marie-Soleil Bélanger. Oui. Fait que là, 2 ans de temps avec elle. Fait que j'ai comme complété ma technique, 2 ans de jazz puis 1 an de classique, mais je l'ai comme fait à l'envers, si on veut. Ouais. Puis ben voilà. Puis par la suite, ça a été l'Université de Montréal. Là, je suis allé faire une audition pour le bac en interprétation jazz. Puis à mon grand plaisir, ils ont accepté de prendre le violon, mais ils n'avaient jamais eu encore une fois du violon jazz. Puis ils m'ont demandé si je connaissais un professeur. Puis ça a été Helmut Lipski. Que j'avais comme connaissance parce que justement Mariko Sato étant professeur de piano au cégep, elle m'en avait parlé, que son mari touchait un peu à la musique contemporaine, si on veut, jazz, il touchait un peu à ça. Puis à mon plus grand bonheur, c'était le meilleur prof que j'ai pu avoir parce que là, lui, il a dit OK, ton niveau d'improvisation est assez élevé, mais ton niveau de technique qui est assez bas. Fait qu'on va prendre ça du départ. Fait que j'ai fait principalement de la technique. Fait que j'apprenais le jazz dans tous les autres cours de l'Université de Montréal. Mais avec lui, c'était principalement de la technique. Des choses que j'aurais dû faire 20 ans avant. Puis, et aussi, il faut le mentionner, Helmut Lipski, c'est un grand professeur, un grand pédagogue qui vient tout juste d'ailleurs de prendre sa retraite du Conservatoire de Montréal et qui a marqué la vie de plusieurs musiciens sur la scène et lui-même étant une espèce d'hybride. Je veux dire, il jouait du classique, il composait beaucoup, il faisait des projets de jazz, justement, jazz expérimental, un peu musique moderne, tout ça. Donc, c'est d'une certaine façon, t'es tombé avec le prof parfait là pour ce développement-là. J'ai eu de la chance, oui, à cause d'une connaissance parce que Helmut était très impliqué au conservatoire, comme tu l'as dit. Donc, avait pas vraiment le temps, tu sais, d'aller dans d'autres instituts. J'allais chez lui même. J'étais dans le coin de Saint-Henri, je pense, ou Verdun. Bref, j'allais chez lui, puis les leçons, j'étais chez eux. J'étais très gâté de cette de ce dénouement. Ben oui, c'est ça. Et là, donc ça, c'est le point de vue de l'éducation. Et même là encore, j'en suis tellement surpris comment en peu d'années tu as réussi à tout intégrer ce savoir-là et de l'appliquer, parce que pourquoi on dit souvent, je reviens encore à l'affaire de commencer le violon très jeune, c'est que plus on vieillit, plus les muscles se raidissent, plus c'est difficile d'enlever des mauvaises habitudes, de prendre sa place. Puis je pense que je lisais une étude dernièrement qui disait que une fois vers les 27 ans, 28 ans, pour le développement violonistique, si on veut, s'arrête un peu là. C'est pas mal le maximum qu'on peut aller chercher en souplesse, en son et tout ça. Donc, t'avais pas beaucoup de temps pour aller intégrer tout ça, puis t'as réussi à le faire. Donc, c'est assez formidable. Et parlons maintenant, c'est ça. À chaque fois que je parle de toi, à chaque fois que je parle de Tommy Gauthier à du monde, j'ai super gros de la difficulté à te définir. Peut-être qu'il faudrait pas que je te définisse, mais tu sais, je dis, c'est un violoniste jazz, pop, mais qui est bien gros dans la musique trad. T'as tellement de chapeaux que j'arrive pas vraiment, tu sais, je dis un violoniste qui fait plein de choses, mais en même temps, toi, comment tu te définis? Ben écoute, c'est certain que je peux pas renier mes racines. Ça a commencé avec la musique traditionnelle. Mais je peux te faire un peu comment ça a commencé dans le fond. C'était été avec le trad, puis à un moment donné, il y a eu un essoufflement. Tu sais, c'était comme OK, bon là j'ai compris le principe d'apprendre des rilles puis du répertoire. Tu sais, je l'écoutais l'air une fois puis je la jouais après là. C'était comme une mémoire auditive assez rapide pour repiquer ce type de répertoire là qui, pour ceux qui affectionnent cette musique-là, ben pourront se rendre compte éventuellement que tout souvent les mêmes tournures reviennent. Ouais. Donc bref, mais c'est pas, je veux pas banaliser la musique, c'est dans l'esthétique, c'est dans le swing, c'est dans beaucoup de choses. Mais bref, à un moment donné, qu'est-ce qui a fait aussi en sorte que j'ai ouvert mes horizons, c'est j'ai été approché par un band du coin qui s'appelle La Veste du Loup, un band de la Naudière, dont le leader est Mario Bro. Et puis il y avait un super violoniste qui faisait partie de cette bande-là, du nom de Benoît Lajeunesse. Et puis il est parti à un moment donné il y a eu une opportunité d'aller jouer pour le Cirque du Soleil Lanouba. Donc moi, violonneux de campagne qui jouait des airs de Carignac, style un peu irlandais éclaté, puis commençait un petit peu à improviser au travers des airs. J'aimais ça un peu sortir de l'air, revenir, mais loin de moi de penser de
faire de l'improvisation, mais juste m'amuser avec les airs. Bref, c'est venu aux oreilles de Mario et puis il a voulu m'entendre pour pouvoir peut-être intégrer ce groupe-là pour remplacer Benoît Lajeunesse. Mais là, on s'entend, là. C'était des chaussures pas mal plus grandes que mes pieds. Je me souviens complètement de Benoît. Puis Benoît, déjà, c'était tellement original à cette époque-là parce que, tu sais, bon, moi, j'ai grandi en écoutant La Bottine souriante. Puis La Bottine, ben, le rôle du violoniste, le violonneux, était, c'est ça, de faire le reel. Rarement qu'il se détachait du reel pour aller faire un saut. Des fois, mais c'était rare. Même sur enregistrement, il y en a quelques moments. Puis la première fois que j'ai entendu Benoît Lajeunesse, j'avais fait le saut, là, parce que des fois, il partait sur une chire de son bar, puis il blowait, puis c'était écœurant. Puis le monde, écoute, moi, c'est la première fois que j'ai entendu live du monde applaudir après un solo de violon, là, bien donné, là, sur scène, là. Ouais. C'est sûr que, aller là, ça devait être un peu épeurant. Ben, moi, c'est certain que là, j'étais plus du type, on joue des airs, puis là, c'est sûr, là, Mario, il arrive avec tout le répertoire de La Veste du Loup, les 3 disques, puis écoute ça, puis on s'en reparle. Eh, mon Dieu, j'écoute ça. Tout ce qui est plus reel, jig, toutes ces affaires-là, ça, c'était ma tasse de thé, ça allait. C'était super bien exécuté, là, avec une justesse incroyable, un feel incroyable, sauf que là, il allait au-delà. C'était un genre de trip aussi avec Danny Lamoureux, qui était le guitariste à l'époque, un trip d'échange de solo. Fait que c'était quasiment du jazz agricole, si on veut. Tu sais, les gars, ils improvisaient beaucoup de style rock, classico-rock, jazzy, sur des accords trouvés pour les besoins de la pièce. Fait que j'écoutais ça, j'étais complètement charmé par ce style de violon-là qui allait plus loin. Là, c'est comme des sonorités que j'avais jamais entendues dans des reels. Ça m'a allumé vraiment, vraiment beaucoup. Puis c'est ce qui a fait en sorte que je voulais aller au-delà du répertoire traditionnel et puis essayer de connaître un peu plus ce qui se passe aussi au niveau de l'harmonie, tu sais. Parce que je veux pas, ces gars-là, pour improviser comme ils le font, ben, il faut qu'il y ait faut qu'ils soient au courant de ce qui se passe musicalement au niveau harmonique. Donc, c'est important quand tu improvises, bien entendu, de connaître la structure des accords. Fait que tu voyais que le violoniste, il jouait dedans. Tu sais, ça fonctionnait. Fait que là, c'était comme OK. Fait que ça a été la première le premier joueur de violon qui a fait oh attention, c'est venu piquer ma curiosité. Puis par le fait même, Mario Bro m'a dit Benoît Lajeunesse, il écoute beaucoup aussi Mark O'Connor. Fait que là, dans ce temps-là, il y avait pas les Spotify, les iTunes. Fait que là, Mario Bro, il avait un voyage à Montréal à faire un moment donné. Il me ramène 2 albums de Mark O'Connor, qui est un violonneux de Nashville. Violonneux, je le dis avec guillemets, parce que c'est un génie, là, on va le dire ainsi, là. Exactement. Fait que là, il m'amène ça. C'était un hommage à Paganini, des caprices de Paganini, style Paganini qu'il avait composé lui-même. Ça, c'est totalement inaccessible pour moi à ce moment-là. Mais le second album qui arrive avec, c'est Mark O'Connor's Heroes. Bref, là, j'écoute ça. Il joue parfaitement dans tous les styles avec tous les gens qui l'ont influencé. Donc, Jean-Luc Ponty, Stéphane Grappelli, toute la gang, mais aussi dans le folk, dans le country, dans le bluegrass. J'écoute cet album-là. Fait que c'est comme le best-of de tous les styles sur un violon, autre que seulement du trad pour moi à l'époque. Fait que Benoît Lajeunesse et Mark O'Connor ont comme été les révélations. Je me suis mis à écouter ça jour et nuit. Et c'est, comme tu dis, ça t'a amené à tous ces autres noms-là, Jean-Luc Ponty, Grappelli qui en était. Et puis là, c'est vraiment cool parce que aujourd'hui, maintenant, tu es toi-même professeur. Oui. Donc, t'enseignes, t'es chargé. C'est quelques élèves, tu sais, parce que c'était pas encore beaucoup populaire. Là, ça devient de plus en plus, mais au départ, c'était comme un élève par session que j'avais, là. Mais... Oui, parce que on a encore le concept que c'est, dans l'étude du jazz, en violon particulièrement, c'était plus tu prends des cours avec justement un guitariste ou quelqu'un qui va t'apprendre justement le vocabulaire, puis toi tu trouves ton son, mais là on est en train d'avoir des gens qui sont capables de l'enseigner bien aussi, parce qu'il y a tout le jeu d'archet qu'il fallait que toi t'as fait les premiers travaux, si je peux dire, c'est écouter des disques, essayer de reproduire, puis longtemps c'était ça, c'est encore un peu ça quelque part, parce qu'il y en a plein qui l'apprennent de cette façon-là, en écoutant, en répétant, en essayant, en gossant. Ouais, je pense que c'est selon moi la meilleure façon de l'apprendre.
t'aurais beau donner des exercices académiques, si tu n'as pas écouté du violon jazz, tu pars... tu pars de loin. Ouais, tu pars de loin. Il faut que tu saches un peu comment ça sonne, puis il faut d'ailleurs que tu sois critique envers tous ceux qui l'ont fait d'avance, parce qu'il y en a plus qu'un. Il y a pas juste Stéphane Grappelli, là. Non. Si tu fouilles un peu, tu vas en trouver plusieurs. Puis surtout de nos jours, il y en a un paquet qui sont un peu méconnus. Ouais. Sauf que c'est incroyable ce qui peut se faire sur un violon dans le jazz, là. Non, c'est très gros. Puis là, donc, pour revenir à ça, donc, quand tu as fait La Veste du Loup, tu as réussi à intégrer, finalement, tu as été pris dans le band. Oui. T'as repris un peu tous les disques, fallait que t'apprennes ces disques-là, fallait que tu reproduis un peu tout ça, puis après t'as mis ta touch personnelle, j'ose dire, là-dedans. Ben exactement. Au départ, c'était d'essayer d'imiter. Fait que c'était un processus d'imitation de soit les solos de Benoît Lajeunesse. Je le faisais du mieux que je pouvais. Je tâchais vraiment, de me rendre à son son, son vibrato. Je l'ai pas. C'est certain qu'il y avait du moi dans tout ça parce que j'étais pas capable de me rendre là. On n'a pas les mêmes backgrounds, puis c'était normal aussi. Il y a plusieurs années de classique. Je pense qu'il a commencé à 4-5 ans, Benoît. Là, il y a eu un film qui a été fait sur lui quand il était super jeune. Fait que c'est sûr j'aurais jamais le son de Benoît Jeunesse, sauf que j'essayais, fait que c'était mon apprentissage par oreille d'apprendre, dans le fond, d'imiter ces joueurs-là, que ce soit Mark O'Connor. Mais au départ, je me souviens très bien d'avoir repiqué des solos dans le jargon. Tu repiques le solo, tu le joues, tu le rejoues à peu près 1 an ou 2 plus tard, le même solo, puis là, tu le repiques à nouveau parce que tu dis « Oh, j'avais pas entendu ça ». Là, oui, c'est ça. Veux pas, ta connaissance musicale augmente, puis là, tu comprends beaucoup plus de choses, puis là, tu fais comme « Oh, mais là, je le faisais pas bien, il y a une petite note ici qui était pas bonne. » C'est ça, ou même encore de jouer un bout puis de pas comprendre une traître note de ce que tu joues. Non, tu le fais, tu comprends pas que là, ça vient de moduler, que ça vient d'aller ailleurs, on vient de changer. Non, ça, c'est... Exactement. C'est assez surprenant. Mais là, donc, tu as eu La Veste du Loup. Par après, je sais que tu es allé jouer avec Yves Lambert, avec Bébert. Ouais. Ça, c'est après La Veste. Oui, ça, c'était après La Veste du Loup. Je pense que j'avais 21 ans. Donc, c'est 2002-2003 qu'on a comme... 2001-2002 avec Yves Lambert. On a commencé à travailler ensemble de par une session de studio. Puis, il m'avait engagé pour un album hommage à un chanteur que son nom m'échappe, mais bref, chanteur connu. Puis ça a comme cliqué. Puis à partir de là, j'ai comme intégré son groupe qui était à l'époque on avait nommé ça le Bébert Orchestra, qui était comme un peu. Il y a eu les vacances de Monsieur Lambert, puis par la suite il y a eu le Bébert Orchestra, un genre de band qui a bougé un peu, mais qui s'était mettons, si on parle de la formation qui avait fait un album, c'est Nicolas Pellerin, Simon Lepage, Olivier Rondeau et moi-même. Fait que ça, c'était comme le Bébert Orchestra qui accompagnait Yves Lambert. Donc, fait que oui, puis jusqu'à tout dernièrement, là, nos chemins se sont séparés, mais ça faisait 21 ans que je jouais avec Yves. Wow. Ouais, c'est ça. On a terminé par un beau projet de EP cet été que Yves avait envie de faire, et puis voilà. Okay. Mais beaucoup d'apprentissage avec cette formation qui a été au départ un quintet, par la suite dans le fond en trio. En trio, ouais, c'est ça, c'était pour les besoins de la cause, souvent des budgets puis la tournée et tout. Fait qu'on est devenu trio, fait que ça a été un super beau trip parce que fallait comme Olivier et moi-même, on avait comme le but de faire sonner ça comme si on était encore 5. Fait que, mais c'est ça c'est incroyable. Ça, c'est incroyable comme apprentissage. Hein, d'essayer d'utiliser tout ce que vous possédez dans les mains, que ce soit avec les accords ou avec les pieds, les percussions que vous pouvez faire. Exact. Faut peut-être l'imagination, là. Ouais, ben c'était une belle facette aussi d'apprentissage au niveau de qu'est-ce que je crée comme partition avec ce que je peux. En trad, bien entendu, il y a la partition de pied qui accompagne, mon violon, puis la voix. Fait que des fois, c'était les trois en même temps. Fait que ça travaille l'indépendance. Mais là, mon côté batteur, comme je te disais, mon premier instrument était la batterie, m'a aidé beaucoup à justement départager toutes ces zones-là, les zones plus rythmiques, les zones plus accompagnement, les zones plus le thème, ces trucs-là. Là, donc, c'est ça. Voilà. Cool. Puis aussi, parallèlement, c'est ça, c'est que t'as tellement une liste de projets, de trucs que t'as fait. T'as tourné avec Rock Voisine, t'as tourné avec Richard Desjardins, t'as tourné avec Robert Charlebois. Je pense que ça fait pas si longtemps que ça. Oui, puis c'est encore c'est encore d'actualité.
quand tu pars en tournée avec ces gars, c'est une drôle de question, mais c'est technique, tu vas dire, il y a tellement de tunes à apprendre. Il y a tellement de tunes à apprendre. Là, t'es-tu tout grillé avec ta tablette, avec toutes tes partitions intégrées, ou t'as encore l'espèce d'instinct, justement, parce que t'as une capacité de mémorisation très élevée, là, justement, pour avoir réussi à repiquer tant de chansons. C'est lequel des deux moteurs qui se fait aller le plus? Ben écoute, je te dirais qu'avec les années, une petite des fois, tu sais, justement, à jouer avec plusieurs projets, prend moins la peine de tout mémoriser. Okay. Une petite paresse qui s'installe avec la vie familiale et tout, donc on passe un peu moins de temps à tout faire ça. Fait que il y a comme un petit peu, souvent les productions fournissent des lead sheets qu'on appelle, là, des partitions qu'il y a les accords dessus. Puis souvent, j'ai fait partie de tournées où il y avait pas eu de violon encore. Fait que c'était souvent, OK, ben Tommy, on veut du violon, faut que tu trouves tes parts. Faut que tu t'écrives tes partitions. Puis l'arrangement, carrément. Fais ton arrangement, puis on s'en reparle à répète. Ça, c'est arrivé plus souvent qu'autrement. Okay. Donc, j'avais la partition de départ où il y avait juste la grille d'accords, si on veut, puis j'écoute la pièce, puis j'y mets dans le style, du Tommy Gauthier dans le style, si on veut, c'est du folk. Souvent, c'est des projets folk. Des fois, je suis allé un peu ailleurs. Tu sais, avec Rock Voisine, c'était la tournée Americana. Donc, c'était, il y avait déjà du violon. Les albums avaient été faits à Nashville, donc je repiquais simplement le violon qui était là. Donc, c'est souvent un travail tu l'apprends à l'oreille, tu l'écris, puis voilà, t'as appris le répertoire, tu sais, de cette personne-là. Puis on fait beaucoup de tournées avec lui là-bas, mais par le biais, tu sais, je jouais encore avec les groupes ici, c'est juste que je partais plus longtemps en tournée avec lui. Des belles tournées, t'es nommé tout à l'heure, des belles tournées que j'ai eues aussi, c'est avec Richard Desjardins, ça a été une superbe tournée, un homme incroyable. Chaque concert, j'appelle pas ça un show, là, j'appelle ça un concert. Là. Avec lui, il y a comme quelque chose de spirituel qui se passe à chaque fois. Là. Par les mots, là, puis là, on parle même pas de musique encore. Non, c'est impressionnant. Moi aussi, je savais pas dans quoi je m'embarquais à ce point-là. OK. Tu sais, je connaissais le personnage, mais j'en avais pas écouté une tonne de tout son répertoire. Puis j'étais arrivé là un peu naïf, puis là j'ai fait OK, on joue un lundi soir au Grand Théâtre de Québec, c'est plein. C'est plein. Puis le monde boive ses paroles. Puis c'est capoté, là. Ah, c'est spécial. Fait que c'était un beau spectacle avec un paquet de multi-instrumentistes. Là-dessus, j'ai fait mes débuts à la batterie sur scène. Okay. Parce qu'il y avait comme pas de drummer dans le band qui avait été choisi par Claude Fradette, son chef à cette époque-là. Je pense qu'il est encore là d'ailleurs. Quand Richard revient, parce que là, il est en France, là. Mais fait que là, je m'étais proposé, parce que là, on avait comme un genre de petite section de cordes. Puis là, je m'étais proposé à faire la batterie dans les pièces où ça rockait un peu plus. Puis ça a été vraiment un bel apprentissage, puis stressant par contre au départ. Quand j'ai toujours joué un peu par moi-même, mais jamais sur une scène avec d'autres musiciens, tu sais, qu'eux autres là, c'est leur instrument premier, c'est des pros là, tu sais, là t'arrives avec le drum, puis bon. Mais bref, ça s'est super bien passé, puis Est-ce qu'en plus du drum, il y avait le violon, mais est-ce que tu joues aussi de la mandoline? Ouais, je joue de la mandoline, j'ai joué un peu je joue un peu de guitare, un peu de bouzouki. Okay. J'aime ça toucher un peu à tout. J'haïs pas ça. Puis souvent, c'était très en demande sur les tournées, les multi-instrumentistes. Donc, on aurait besoin d'un violon, mais juste pour 5-6 tonnes, est-ce que tu peux faire autre chose? Oui, c'est possible que, là, encore une fois, faire mes partitions, mes propres arrangements pour ça nécessite du travail, mais quand c'est des tournées qui en valent la peine, tu sais, pour 2 shows, je ferais pas tout ce travail-là, tu sais. Non. Mais quand tu pars longtemps avec un artiste, c'est trippant de prendre le temps de trouver des choses que tu vas avoir du fun à faire. Ouais, puis mettre du violon sur Robert Charlebois, je veux dire, ça doit être super trippant, tu sais. Oui, il y en avait sur certains arrangements d'ailleurs dans le temps. Et puis oui, ça c'est un autre super beau projet dans lequel je travaille actuellement. Il a été un petit peu mis de côté à cause de la pandémie, parce que lui, c'est juste la Place des Arts à Montréal, donc c'est 2800 personnes, je pense. Fait que ça va revenir éventuellement pour le spectacle Charlebois-Scope, qui est un sublime spectacle avec la projection. Écoute, on fait juste nommer, c'est parce que t'as la chance de fréquenter des légendes de la musique, puis de différents styles aussi, parce que même Rock Voisine, c'est une légende, Yves Lambert, c'est une légende, c'est comme des gens qui ont marqué l'histoire du Québec, là, tu sais, avec la musique. Mais là, quand tu me parles que oui, tu composes tes partitions dans le cadre d'une chanson déjà existante. Mm-hmm. C'est un genre d'arrangement. Qu'est-ce qu'il y en est de la composition pure et dure, partir du néant et d'écrire quelque chose? C'est-tu quelque chose est-ce que c'est
un art qui t'intéresse ou tu t'éloignes de ça, ça t'intéresse pas? Parce que Écoute, j'ai jamais entendu une de tes compositions complète. d'accord. Est-ce que ça existe? Ça existe depuis peu. Je te ok. dirais une composition, mettons au niveau de simplement la partie de violon, ça tu peux le retrouver un peu partout sur tous les projets que j'ai fait avec Yves Lambert depuis 20 ans, tous les albums trio, tout ce qui s'appelle les airs qui ont été joués sur ces albums-là sont souvent des airs composés. Ouais. Pas parce que je veux pas jouer le répertoire qui existe déjà, c'est juste des fois à cause de l'arrangement, ça l'amenait là. Okay. C'était plus facile de concocter un air sur ce qu'on avait besoin que d'essayer de trouver puis faire fonctionner les... Faire un patch que souvent dans les disques de pièces traditionnelles, t'as le titre, mais là il y a comme en parenthèse 3 reels qui sont attachés qui vont là-dessus, donc exact, donc t'as ton matériel original. Ben souvent c'est ça, puis les gars je pense qu'ils aimaient bien les airs que j'amenais. Yves il a toujours aimé ça jouer, il disait j'aime ça jouer du Tommy Gauthier. Fait que je trouve ça drôle, il aimait ça puis vers la fin même je composais j'essayais de tenir compte aussi de son instrument qui était de l'accordéon diatonique. Fait que j'y allais avec des airs de ce type-là. Mais oui, pour répondre à ta question, tu peux entendre une pièce que j'ai vraiment bâtie d'un bout à l'autre. Exemple, j'ai fait de la guitare. Dans le fond, c'est sur le projet avec les Grands Hurleurs cet été. Okay. J'ai travaillé sur 2 albums l'été passé, celui de Yves pour un EP, puis celui des Grands Hurleurs. L'album s'intitule Ellipse. Vous pouvez trouver ça partout depuis quelques mois. Et puis, les gars m'ont fait confiance pour une pièce. Ils ont dit, oui, Tommy, si tu veux apporter une pièce de ton répertoire. Puis je me suis donné, je me suis dit, OK, c'est la première fois, je vais l'essayer de composer puis d'arriver avec un produit. Tu sais, je joue de la guitare, je joue le violon, puis des harmonisations puis tout du violon, puis je me suis dit je pourrais faire juste une basse faite mais en canne si on veut là avec pour donner une idée de ce que je veux que ça aille. Puis finalement j'ai bâti la pièce au complet. Je suis très content du résultat final. C'est très très folk, ça s'en va dans plein d'avenues. Je t'inviterai à l'écouter. Ouais, c'est certain, je vais l'écouter. C'est une pièce qui s'appelle Pogne pas les kettles. Puis, c'est-tu l'état que t'avais en l'écrivant ou Non, pas du tout. C'était un petit clin d'œil à Jeremy Kettel, qui est un violoniste sublime des États-Unis. Jeremy, j'en ai écouté beaucoup. Puis ceux qui connaissent ce violoniste-là vont voir les influences. Fait que j'ai comme emmené son mot avec une expression québécoise connue. OK, voilà. C'est bon. Ouais, puis est-ce que le fait d'avoir tu l'as expérimenté, c'est sorti, est-ce que ça te donne envie de faire ton truc à toi tout seul? Est-ce qu'un jour on va entendre juste vraiment du vrai Tommy Caudier au complet? Écoute, j'ai eu souvent des collaborations. J'ai eu des collaborations avec Antoine Dufault, qui est un guitariste folk fingerstyle incroyable. Qui est hallucinant, en fait. Qui a créé quelque chose de pas unique. Je veux dire, il y en a d'autres guitaristes comme lui qui le font, mais qui a créé quelque chose de solide et qui inspire tellement de monde. Moi, des jeunes guitaristes dans la vingtaine, souvent je parle, puis son nom revient souvent, puis moi ça me fait halluciner parce qu'on vient encore un autre qui vient du même coin. L'épiphanie, puis il fait des belles choses. Ça d'ailleurs, fortement recommandé d'aller. Puis vous avez fait du duo ensemble. Ouais, ça fait déjà quand même bon moment. C'est 2007-2008 qu'on a fait un ou deux. Moi, j'avais fait des participations sur ces albums, 1 ou 2 chansons sur deux albums. Puis par la suite, on s'est dit, OK, ça serait intéressant de le faire un album complet. Ça s'appelle Still Strings. Et puis, on a fait cette collaboration-là qui date déjà. Plusieurs vidéos sur Internet aussi qui ont poigné beaucoup. Mais bref, j'ai joué souvent avec lui, collaboration avec Antoine, collaboration avec justement mon partner avec lequel j'ai travaillé beaucoup avec Yves Lambert, Olivier Rondeau. On a décidé à un moment donné de faire un album aussi en duo. Fait que c'était différent là, même si c'est un guitariste, c'est pas du tout la même approche chez Antoine Dufour. Donc on a fait un album folk à notre sauce à nous, tous nos intérêts, puis on a mis ça ensemble. C'est un album qui s'appelle Through the Window, sur le même label que celui d'Antoine, parce que on a gardé contact avec la formule Candy Rat. Okay. Donc se retrouve sur ce label-là, c'est Through the Window avec Olivier Rondeau. Puis, pour répondre à ta question, je pense que je suis un gars qui travaille mieux avec d'autres gens. Okay. Que ce soit une personne ou 2 ou 3, mais seul, des fois, il me manque la motivation ou le petit hic, OK, ouais, on va se rendre là.
J'en ai fait des choses, mais par moi-même, mais c'était comme parce qu'il fallait que je rende un produit. Mais tu sais, mettons, m'en aller puis être vraiment efficace sur un projet solo, je pense que ça prendrait peut-être du temps. Ça prendrait du temps. Mais et puis c'est pas, en même temps, c'est pas un crime de pas le faire. Dans le sens qu'il y a personne qui t'oblige à le faire. Non, C'est pas, mais il y en a certaines personnes qui veulent faire leur truc solo, mais écoute, je te comprends tellement. Moi-même, j'étais un gars de gang, puis avec tu sais, je suis dans un quatuor à cordes, là. Tu sais, je voudrais, moi, mon cauchemar, ce serait d'être un soliste, là. Tu sais, d'être seul, puis la tournée. Je pourrais pas endurer ça. C'est trop, non, c'est certain pour la tournée. Mais si advienne que ça arrivait, ce type de projet-là, ça serait un trip de studio. Ça serait, je jouerais plusieurs instruments moi-même, puis j'essaierais justement de faire un album. Ben, comme Mark O'Connor, il en a fait un disque, il me semble, qu'il joue, il y a une photo avec lui, avec tous les instruments qu'on pense qu'il peut exister, là, puis il les joue toutes dessus. Ouais, puis bon, tu sais, ça c'est cool. Mais ça revient à parler de studio, parce que tu me disais que là, chez toi, t'es en train de, je sais pas, construction d'un studio ou développement de quelque chose. Il est déjà construit, ce studio. Okay. Dans le fond, ça fait longtemps. J'ai juste officialisé, là, un an et demi, une plus grosse pièce pour mon propre plaisir, dans le fond, parce que, dans le fond, j'étais dans le sous-sol au départ. Mais dans quel coin ton studio encore? Dans le fond, où est-ce que j'habite, à Joliette, Saint-Paul. À Saint-Paul. Donc, il est chez moi. J'ai fait un agrandissement de ma maison, garage, puis au-dessus du garage, c'est consacré à mon studio. Donc, un studio d'enregistrement qui est principalement pour moi parce que je fais beaucoup de collaborations avec des gens que j'irai pas nécessairement sur les planches avec eux, mais juste pour que je participe à leur album, une chanson ici et là avec avec l'autre. Donc, j'ai de l'équipement, j'ai une tendance à vouloir tout acheter, ce qui sonne bien pour le studio. Donc bref, c'est ça. C'est des grosses dépenses. C'est des très grosses dépenses, mais c'est mon seul vice. Donc voilà. Puis aussi c'est des grosses dépenses et c'est beaucoup de temps, hein, parce que c'est beaucoup de temps de faire des recherches, trouver le bon équipement. Tous mes amis qui sont construits des studios, c'est le nombre d'heures, c'est rendu presque incalculable. Là, ouais, faut que tu sois passionné. Si tu fais ça sans avoir la petite flamme, là, tu vas trouver le temps long, effectivement, parce que il y a tellement de possibilités. Puis tu peux aussi jeter de l'argent par les fenêtres de façon inutile. Des fois, si tu t'en vas dans certaines zones, que c'est pas nécessaire. Mais parce qu'il y a comme aussi une drôle de culture. Tu sais, il y a la culture qu'aujourd'hui, on peut faire un disque avec un iPhone, tu sais, puis là, le monde se vante de ça, mais ça demeure quand même qu'il faut aller chercher un certain équipement pour avoir une qualité durable et efficace dans tous les projets que tu fais. Tu sais. Oui, c'est certain, exact. Puis moi, ça a commencé graduellement, tu sais, au départ, j'achetais toujours je vous dirais un bon micro. Après ça, un ordinateur. Tu sais, chaque année, je buildais ça. Puis là, à un certain moment donné, les choses se sont mises à mieux aller. Donc, j'en achetais un petit peu plus, mais j'ai toujours acheté de l'équipement que je retrouve dans les autres studios. Ouais. C'est juste que je n'ai pas 4 paires de ça. J'ai pas, tu sais, c'est juste un de chaque de ce que j'ai vraiment préféré avoir travaillé dans d'autres studios. Fait que, puis de fil en aiguille, j'ai fait des productions chez nous. Justement, les albums de Yves Lambert, on les a tapés, on les a enregistrés chez moi. Puis c'est moi qui les ai mixés. C'est Antoine Dufault qui les a masterisés. Donc les vieilles connaissances reviennent pour la collaboration. Donc tu fais du mix. Donc tu as réussi, mais encore une fois, autodidacte. De façon autodidacte, je me fie sur mon oreille et puis mon jugement là-dessus de ce que j'écoute, puis j'y vais. J'aime ça me lancer, puis je me dis ça peut pas être pire qu'un autre. C'est ce que je me dis. Fait que je pars de là, puis oui, des fois ça peut être pire qu'un autre, mais c'est pas grave. Je pars de là quand même. Puis pourquoi que je fais ça, c'est surtout des fois parce que j'étais déçu de certaines sonorités de violon. Tu sais, j'allais dans des studios, puis après ça je réécoutais mon violon, je faisais comme oh my god. Ben c'est pas la seule raison, là, parce que je m'intéresse à toutes les sources mises ensemble. Mais c'était, tu sais, au moins quand c'est moi qui mixe l'album, ben je sais que mon violon il va être à mon goût. Est-ce que Tommy, il y a des projets que tu pourrais nous partager, des trucs nouveaux qui s'en viennent? Ben certainement. Ben écoute, qu'est-ce qui est assez nouveau dans ma vie, c'est la participation au groupe Les Grands Hurleurs. J'ai fait un album avec eux cet été, comme je vous disais tout à l'heure. Donc il va y avoir de la tournée qui va s'en suivre, et puis on va monter le spectacle. Mais ça, c'est quand même nouveau pour nous. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est comme un peu dans le fond, c'est la réunion de 4 gars qui avaient déjà joué ensemble, parce que les Grands Hurleurs, c'est Nicolas Pellerin, Simon Lepage, qui étaient dans le Bébert Orchestra, qui à un moment donné ont quitté. Et puis là, de notre côté, Olivier et moi avons continué avec Yves. Puis finalement, on a quand même collaboré sur un album là déjà 4-5 ans
pour faire 4-5 pièces. Puis là, ben on a collaboré sur le dernier en entier. Et puis, c'est ça, on a décidé de faire de faire de la tournée avec eux puis de jouer aussi avec le groupe. Donc, c'est comme la réunion de ces quatre amis au départ. Et 4 amis, 4 musiciens. Donc, voilà. Fait que ça, c'est le nouveau projet dans lequel je vais jouer cet été, c'est certain. Donc, il y a pas mal de dates de prévues sûrement qui vont sortir oui, tranquillement. Oui, c'est ça, exactement. Puis non, mais de ce temps-ci, je sais ça, il y a plusieurs appels de différentes formations. J'ai hâte de tout voir si ça va fonctionner dans une vie familiale, tout ça. Mais j'ai tout récemment commencé à jouer aussi avec un band qui s'appelle Little Misty. OK. C'est incroyable. Je connaissais pas du tout ce band-là, cette musique-là. J'ai été très attiré par ça, puis justement, on a pratiqué samedi passé. On va faire quelques dates ensemble, j'ai bien l'impression. Puis, ils sont basés à Montréal? Oui, exactement. Quel style? C'est du folk, je te dirais, quand même très contemporain, complexe. Lorsque tu l'écoutes, t'as pas l'impression que c'est complexe tant que ça, sauf que lorsque tu essaies de le jouer, là, tu comprends que il faut que tu faut s'y mettre. Ouais, il faut s'y mettre. Puis par la suite, quand j'ai joué avec les musiciens, j'ai compris que oui, effectivement, c'est toutes des grosses pointures. Donc non, je suis très très heureux de partager faire de la musique avec ces gens-là. Voilà, je suis un musicien pigiste encore. C'est certain que j'ai des groupes dans lesquels je m'investis plus. J'essaie de prioriser ceux-ci, mais sinon, j'aime bien m'en aller à gauche et à droite puis essayer d'apprendre du répertoire de d'autres groupes. Je le fais moins qu'avant, là, justement parce que, bon, plus d'enseignement. La famille aussi. La famille. J'ai 2 jeunes enfants, 8 ans, 5 ans. Donc, j'essaie être le plus possible à la maison également. Ben oui. Cool. Ben, écoute, merci Tommy. On va aller à la prescription. Alors, c'est parti avec cette prescription. Tommy, je te laisse la parole. Ben écoute, j'en ai un petit peu parlé. J'ai vendu le punch, mais la première prescription, si vous jouez du violon et puis que vous voulez ouvrir un peu vos horizons dans tous les styles qui pourraient être abordés par l'instrument, je vous conseille d'aller écouter Mark O'Connor's Heroes, qui est un album à découvrir. C'est certain que ça date, là. C'est quand même, je pense, dans les années 2000, peut-être même 99. C'est un super album pour justement voir tout ce qui peut être fait sur un instrument. C'est Mark O'Connor qui joue avec tous les gens qui l'ont marqué, que ce soit le Texas fiddling, jazz, fusion, musique indienne aussi qui fait ça là-dessus. C'est incroyable. Mais il joue avec ces gens-là qui l'ont influencé. Oui, exactement. Okay. Wow. Puis sérieusement, en écoutant l'album, je l'ai écouté sérieusement au moins 100 000 fois quand j'étais plus jeune. Et puis, à chaque fois que Mark O'Connor embarque, c'est comme toujours, tu vois toute l'influence de son influenceur, si on veut, mais qui va au-delà de chacun. C'est incroyable, là, mais il y a vraiment une capacité d'imitation incroyable. C'est ça. Puis aussi, je fais une plug à la Tommy Gauthier parce qu'on parle de Mark O'Connor. Il y a une vidéo de toi qui reprend du Mark O'Connor qui est sur YouTube. Si on tape Mark O'Connor et Tommy Gauthier, ça va apparaître, je pense. Je crois que oui. Ben ça, j'ai fait ça. J'étais fin de mon bac, puis là, j'avais eu mon premier ordinateur, puis je me suis dit, hey, je peux faire une vidéo et mettre ça sur YouTube. C'est à l'époque où on commençait à mettre des vidéos avec Antoine Dufault, puis on avait eu un gros tabac avec un vidéo, ça s'appelle Four Hands Guitar, c'est une vidéo que je joue même pas de violon, je fais comme de la partition de basse d'une pièce d'Antoine qui joue sur la guitare. C'est très, très, très virtuose qu'est-ce que Antoine fait, puis moi, je fais un peu le clown en arrière, puis ça fait je pense qu'il y a 21 millions de personnes qui ont vu ça. C'est fou, c'est capoté, ça a été un gros succès qui a comme, tu sais, que le feu s'est éteint tout de suite, là, tu sais, dans le fond, c'est drôle, mais bref. Des fois, ça m'arrive d'aller en tournée, il y a du monde qui me reconnaissent, qui me reparle. Bref, c'est drôle, mais, et voilà. Fait que oui, j'ai fait une vidéo de Mark O'Connor, c'était une de ses pièces de bluegrass, un thème un petit peu endormant, mais l'improvisation qu'il fait, c'est incroyable, ça va vite, ça va très vite. Bref,
En tout cas, je vais juste te plugger là-dessus parce que je vais trouver ça bien fun. Moi, à mon tour, ma suggestion, ça va être un livre qui s'appelle Breath, The New Science of a Lost Art de James Nestor. La respiration, cet art perdu par James Nestor. C'est un livre c'est peut-être le livre qui m'a le plus marqué de la dernière année. C'est un journaliste qui a décidé par plaisir de participer à une étude sur la respiration. Quelqu'un avait demandé un mois de temps dans lequel il lui bouchait les 2 narines et voir les effets de respirer seulement par la bouche. Qu'est-ce que ça amenait? Et il a été profondément marqué par ça. Il est devenu obsédé par la respiration. Puis c'est devenu son sujet de recherche pendant plus de 10 ans. Il a juste rencontré des spécialistes de respiration venant même du Tibet, mais aussi aux États-Unis, en Europe, tout ça, pour parler des différentes façons d'utiliser son nez. En fait, c'est surtout un focus sur le nez, sur le fait que les gens n'utilisent pas leur nez pour respirer, ce qui est tragique et qui est nocif pour la santé. J'ai lu le livre et ça m'a rentré dans le corps. C'est parce que rapidement, je me suis rendu compte que je faisais pas bien ma respiration et j'ai réappris à respirer avec ce livre-là. Puis ça a changé. Puis ça a meilleur sommeil, plus en forme, même pour le jeu musical, plus de focus. Donc ça et vous pouvez le lire, le livre. Je crois qu'il y a une traduction en français qui s'en vient. Sinon, sur Audible, on peut l'entendre. James Nestor qui a une superbe voix et qui nous lit son livre. Alors, Breath, The New Science of a Lost Art. Intéressant. Oui. Et une autre suggestion de toi? Une autre suggestion, écoute, j'y vais encore musical. Je te parlerai d'un groupe qui a marqué vraiment mon univers plus au niveau de l'arrangement. Okay. Et puis qui flirte encore énormément avec le folk. C'est un band, dans le fond, avec des génies du bluegrass, mais sont allés plus loin. Okay. Donc, le groupe s'appelle les Punch Brothers. Punch Brothers. Je connais pas. C'est un groupe américain incroyable. Vous pouvez trouver plusieurs choses sur eux. C'est un joueur de banjo. Non, c'est un quintet, contrebasse. Ce sont tous des virtuoses de leur instrument. Chris Steele à la mandoline. Leur nom m'échappe, mais bref, guitare, mandoline, banjo, contrebasse, violon. Et puis, c'est des arrangements extrêmement poussés. Ils ont été les précurseurs d'une nouvelle tendance, je te dirais. Même au départ, même c'était pas évident pour ce groupe-là parce que les gens s'attendaient d'eux de jouer beaucoup de musique bluegrass virtuose. Puis ils sont arrivés avec un autre produit. Donc, l'album éponyme, dans le fond, Punch Brothers, c'est quand même assez surprenant. Il y a des mouvements qui ont été adaptés. Je vous dirais, c'est de la musique classique en bluegrass. Okay. C'est quelque chose au niveau de la composition. Là, Chris Steele y est pour beaucoup là-dedans. Donc, ça m'a vraiment marqué cet album-là parce que ça allait vraiment ailleurs. Puis après ça, je me suis mis à écouter tout ce que le groupe faisait et puis c'est très impressionnant. OK. Ils ont une feuille de route incroyable. Puis c'est ça, dans le fond, ils m'ont influencé beaucoup au niveau des arrangements, de l'approche musicale et tout, parce que c'était des instruments qui m'appelaient, là, mandoline, violon, guitare, c'est pas mal mon monde. Donc, tout ce qui peut être fait avec ces instruments-là, c'est intense. Cool. Écoute, moi, je te partage à mon tour aussi de la musique, un duo de musique soul, funk, jazz, rock, blues, qui vient du Texas, en fait, qui s'appelle Black Pumas. Je sais pas si tu connais. Je connais pas. Vraiment cool. En fait, je le mentionne aujourd'hui simplement parce que je sais que tu fais beaucoup de routes. Oui. Puis, et moi, j'en fais, mais beaucoup moins que toi, mais ça, c'est quand même un disque qui m'a accompagné beaucoup. C'est relax, c'est super bien monté. Et le groupe il a été nommé aux Grammys Awards dans la catégorie Révélation de l'année en 2020. Bon, c'est pas encore extrêmement connu. Ils ont fait une seule visite à Montréal dans le passé et là, avec la pandémie, ça a vraiment ralenti l'élan de ce groupe-là, mais c'est vraiment à découvrir Black Pumas. Alors voilà. C'était ça, Tommy. Super, merci. Je te remercie beaucoup. Je suis content qu'on ait jasé. Enfin. Pareillement. De connaître un peu plus. Puis à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Bye. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.